On avait prévu de ne commencer qu'à 15h10, comme c'est souvent la coutume, mais puisque chaque année on se dit qu'il faudrait qu'on commence les choses à l'heure, on va saisir l'occasion, on va commencer maintenant. Pour ce très court programme, qu'on a appelé tout simplement Lire dans l'après-midi, qui est un titre qui dit exactement ce qu'il va se passer dans les minutes qui viennent. Nous allons, ils et elles vont lire dans l'après-midi et lire des textes qu'ils et elles, étudiantes aux Beaux-Arts de Marseille, ont écrits. Donc ce que vous allez entendre, c'est des textes qui ont pu être écrits soit dans le cadre de workshops parfois, soit pour des pratiques individuelles qui se font plus ou moins proches de l'école, puisque de toute façon cette question de l'écriture en école d'art est une question qui est encore en train de s'inventer, mais dont on espère qu'elle est... qu'on trouve riche de promesses et de possibilités. Qu'est-ce que c'est qu'écrire en école d'art? Qu'est-ce que c'est que lire ces textes dans une école d'art? Qu'est-ce que c'est que faire exister des pratiques d'écriture et des pratiques de lecture dans une école d'art? On y croit beaucoup. On est très contente et content de pouvoir faire exister ça à la bibliothèque, qui est quand même un des lieux naturels pour ça, de pouvoir faire exister ça environné de livres. Et donc, c'est un programme qui va durer, on n'a pas chronométré, rien n'est très exact. Ça va être à peu près 45 minutes de lecture sans doute. On va commencer avec un texte collectif que Sophie va vous présenter dans un instant. Et ensuite, on va avoir une succession de textes. D'abord, Romane Réal, qui lira un texte qui s'appelle « Je suis très en colère ». Puis Paul Escamez pour un texte sans titre. Zoé Bardot qui lira « Les enfants porte-clés ». Swan Brasseur, Les beaux habits. Le jus d'orange et le pélican, Sophie, à nouveau. Et on terminera avec Chaussettes Artingot de Laura Delangle et Chantal Thiaudet. Mais je crois qu'on a un ajout peut-être. Sans titre. Sans titre, avant Chaussettes Artingot. Avant ou après? Avant Chaussettes Artingot, sans titre, de Mathéo Lacoste. Et si vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ouais. Oui, ça va. On y va. Le texte collectif qu'on va vous lire, c'est un texte qu'on a écrit dans le cadre d'une performance qu'on a eu la chance de faire dans le cadre de l'exposition de Karine Rougier, qui est juste là, à Paris. Donc là, ce texte qui s'appelle « Désirer sans fin ». Et c'est un texte qu'on a écrit à 7 paires de mains, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on va essayer de réactiver ici avec vous. Voilà. Désirer sans fin, c'est un cercle qui flotte. 3 petites perles, 5 bulles, une algue. Désirer, c'est basculer, comme une carafe. Désirer sans fin, c'est vouloir remplir nos besoins. Désirer sans fin, on ne se rappelle même plus quand ça a commencé. Désirer sans fin que Monoprix baisse ses prix. Désirer sans fin, c'est les vagues, le sel, le vent, 3 galets chauds. Désirer sans fin, c'est du chaud quand il fait froid, Main proche, main loin. Désirer sans fin, c'est dire non, stop. pour recommencer. Ton loin désire mon loin. Désirer, ça casse le nez, ça pète le crâne, ça serre les poumons, ça coupe la respiration. Tendre, Le fait de tendre, c'est la tendresse. Un serpent qui tourne en rond, qui se rencontre lui-même. Désirer sans fin, c'est une boucle, un cercle, un anneau. c'est enrouler son corps contre lui-même. Être coincé sous ta couette. Désirer, c'est cette mif qui te tend. Désirer, c'est ce fils qui me ment. Désolé, c'était Tiff qui me gêne. Arrêtez d'être désolé. Pourquoi tu dis ça? Désirer sans fin, c'est difficile sans toi.
Désirer sans fin, c'est immigrer. Émigrer. Migrer. Pour être plus proche, mon loin, je saute le passage. Pour être plus loin, mon proche, je mords, j'endors, je jette en sort. Pourrais-tu souffler un peu sur ma mort? Je viderai les seaux, tu les rempliras. Sois sage et pleure, encore. Je glisserai en attendant sur un ruisseau. Tu le connais. Désirer sans fin, c'est possible. Grâce à la capote, grâce au préservatif, grâce au lubrifiant remboursé à partir de janvier 2023. Ses cheveux, Ses yeux, C'est ça. Sa bite. ses poils. sa sueur. Vas-y, branle-toi. Désirer sans fin, c'est Désirer. Sans fin. Désirer sans. désirer. Désirer sans fin, c'est... Oh, désirer sans fin, c'est fatigant. Désirer sans fin, c'est prise de tête. Désirer sans fin, c'est pas dans mes cordes. Désirer sans fin, c'est pas dans le planning. Désirer sans fin, c'est... Paf. Paf, la claque. C'est littéralement se péter de rire, au point que ton anus s'ouvre en grand et tout ton corps corps s'illumine. Nous, qui désirons sans fin, c'est le contraire de la vitesse. Désirer, c'est la fulgurance. Désirer sans fin, c'est prendre la boue et la donner à une plante. Désirer sans fin que Chantal arrive à l'heure. Désirer sans fin, c'est pas très sobre énergétiquement. Désirer sans fin, c'est la machine inarrêtable. Désirer sans fin, c'est dire Nique nique ta ta machine. Nique ta machine. Désirer sans fin, c'est manger tous les gâteaux, Tout le sucre. tous les fruits. Les chocolats. Désirer proche. Et désirer loin. Désirer sans fin, c'est voir l'eau dans la flaque de boue. Vouloir filtrer. Extraire le nectar. La perle. Désirer sans fin, c'est savoir qu'on peut transmuter. Les nœuds désirent sans fin de se resserrer. Les nœuds bien serrés ambitionnent de se resserrer bien fort entre eux-mêmes. La tension est la clé d'un lien bien fort. Un nœud, tout flasque, sans tension, qui ne tient à rien. Il flotte tout court dans le vent, il est fouetté et n'a pas de prise. Tu as un bateau, plein de nœuds. Et bravo, grâce à eux, tu vogues bien. Un nœud qui coule dans chaque entremêlement de cordes bien souples et glissantes, ça ne frotte presque pas. Mais de plus en plus, il se serre et ça chauffe, et c'est dur, qu'on tire encore et il éclate. Désirer sans fin, c'est on a toujours dessiné. Et on s'arrêtera jamais. C'est dessiner sans fin. Merci. Les grandes vallées résonneront ton nom. La mer en colère recouvrera la mienne. Agitée, elle se noiera pour s'écraser dans les fonds. Sous le sol de la mer, il y a les secrets de ma colère. Celle qui, plus jeune, s'est enfouie en moi et réapparut un soir d'hiver. Elle m'a creusé les yeux. Chacun de mes réveils était marqué par la présence d'égratignures sur ma gueule. La nuit,
Elle essayait de sortir de sa cachette. Elle se battait sous mon épiderme. J'ai compris les marques au bout de la 4e. Une semaine s'en est ensuivie pour essayer de la sortir. Doigt sur la glotte, je ne la vomissais pas. Chaque matin, devant le miroir, je m'éclatais les boutons pour voir. J'ouvrais tous mes pores. Que du sébum, des comédons. Jamais ma collée. Plus elle grossissait, plus je l'aimais. Elle prenait toute la place, de plus en plus violente. J'ai commencé à voir apparaître des bleus. Cette fois-ci sur mon ventre. Je paniquais. J'ai cru que j'attendais un gosse. Elle me faisait des contractions comme une merde de gosse à m'en faire des bleus. J'ai sorti sur le clavier, tapé sur Google, comment faire sortir la colère. J'ai eu 1. Appliquer la technique du stop. 2. Réfléchir avant d'agir. 3. Utiliser ses sens comme un dérivatif. 4. S'offrir une diatribe mentale. 5. Mettre une distance entre soi et sa colère. 6. Analyser les raisons de sa réaction. 7. Travailler sa respiration. La nuit qui a suivi, je n'ai pas dormi. Je la visualisais descendre entre mes ovaires, puis dans ma chienne. Me masturber ne la calmait pas. Le réveil a sonné. Ça va? J'étais pas tant fatiguée. Sur les chiottes, je l'ai chiée. Ouais, j'ai fini par la chier, ma colère. Comme si de rien, la routine. Je voulais pas qu'elle bouge les chiottes. J'avais peur. Je l'ai attrapée, sans les gants. J'en avais plus rien à foutre. J'étais époustouflée, je voulais la garder, la faire sécher. Oui, je voulais exposer ma colère sur une étagère. Au bout de 3 jours, ça sentait vraiment. L'appartement en était recouvert. Elle avait pris tout l'espace. Déçue, je l'ai mise dans mon coffre à bijoux. C'est dommage, mais c'est là que mes choses précieuses reposent. Moi, j'aimerais bien disposer mes bagues au millimètre sur le sol, les étagères, mais je ne suis pas les autres. Je ne veux pas que mes bijoux prennent froid. Régulièrement, je change la disposition de mes bagues. Mes mains doivent se refaire une beauté quand mon vernis devient trop écaillé. J'ai ouvert le coffre scellé sous clé. Elle était là, pas bougée. Elle moisissait dans son nouvel habitat. La pauvre, elle pourrissait d'avoir déménagé. Mais moi, je suis sans pitié. J'ai sorti un sac de congélation de mon placard et on est parti prendre le B1 parce qu'il y avait école. J'ai un peu paniqué à l'idée que mes collègues la voient ou la ressentent, alors en descendant du bus, j'ai couru vers les calanques. Je n'avais jamais autant couru avant. Ce n'est pas à côté finalement, surtout quand on court avec un paquet de clopes par jour. À en perdre le sens, la falaise m'a stoppée. Ce n'est pas moi qui devais me jeter dedans. En la sortant du sac, je me suis assise sur le rebord. J'ai eu une vague de mélancolie. Je me sentais recouverte avant elle. J'ai voulu lui dire au revoir. Je suis désolée pour toi, ma tendre colère. Je vais devoir te quitter. Alors, comme dans un bon film de merde, je l'ai prise dans mes mains, serrée contre mon corps, avant de la jeter par-dessus bord. Elle s'est noyée pour s'écraser dans les fonds. Sous le sol de la mer, il y a les secrets de ma colère. Une goutte chute. C'est la projection de son bras. Sa main ici et là forme un écrin et caresse le sol. Une peau poilue conforte sa cuisse. Je vois 3 petits points sur son corps. Pointant, titillant,
Du milieu de son torse par une ligne courbe tirant vite. Il est petit. Et pourtant, évidemment grand. Abel. Son torse s'ouvre. Sa bouche moue. Son nez devient défi. Ses yeux éclipsent. Sa gorge abrite. Sa mâchoire baiser. Sa chevelure s'affale. Ses boucles se divisent. Une couronne. Son visage ovale devient terre. Abel est belle. Je la vois, là, morte, jeune, là, morte. Évidemment, belle. Les jolis porte-clés sont à la ceinture de maman. Ils sont de facture solide, ont de belles couleurs, restent parfaitement accrochés et ne font pas trop de bruit. Ils passent partout, ont de bonnes notes à l'école et savent se tenir en société. Politesse, loyauté, silence. Ça va être dur. Maman est souvent stressée. Je l'entends à ses bottes à talons, qui lui font mal au dos sur le sol du garage. Quand maman a mal au dos, elle hurle très fort dans la maison. Papa accourt presque tout de suite. Maman a beaucoup de travail. Maman arrive souvent à 17h20, alors que l'école finit à 16h30. Maman a un regard foudroyant. Elle sait geler les gens sur place. Les gens trouvent que la barbe va bien à papa qui l'a laissé pousser pour masquer les griffures. Papa dit qu'il s'est cogné, ou il dit rien. Grands-parents, parents peut-être, tentent de donner l'amour qui manque aux enfants qui ne savent pas qu'il manque. Papy-mamie offre une pause inconsciente. L'entité adulte défile. Elle prend la forme d'instit, de professeur, de parents d'amis, de mamie. Le chat noir squatte sur un lit et crie. Le chat tigré s'est barré. Elle dit « Sale petite peste ». Elle dit aussi « Allez voir votre petit papa chéri ». Sur un disque dur, je récupère toutes les photos numérisées. Je revis les dîners de fête des pères, les vacances en Dordogne, le champignon géant en charcuterie de l'anniversaire des 40 ans de mariage de mes grands-parents, la fois où il a beaucoup neigé en 2006, les papillotes du Père Noël du marché, la pause figée avec les gilets tricotés par mamie. Je veux savoir. J'ai une obsession pour les regards. Je les connais. Je peux dire ce qui a précédé et suivi la photo. Je me souviens tellement peu que c'est presque crédible. En moyenne, papa crie tais-toi 4 fois par semaine à ses 2 filles. En moyenne, maman crie 3 fois par jour, 2 lorsqu'on mange à la cantine le midi et le double au moins les week-ends, sur de grandes durées. En moyenne, les enfants ont arrêté de pleurer fréquemment depuis leurs 5 ans. Pendant plus de 13 ans, ils ont dû environ pleurer 150 fois. En moyenne, cela fait 11,5 fois par an, presque une fois chaque mois.
J'ai imaginé une maison violette, avec des volets à trous en forme de cœur. Le jardin était vert, et moi aussi. J'ai imaginé que les rayons du soleil étaient si longs qu'ils nous chatouillaient. Nous étions tous guéris. Je ne t'entends plus pleurer, maman. Comme à d'autres enfants terrifiés, on m'a donné la clé de la maison violette. Je la porte autour du cou. Ce qu'on ne m'a pas dit, c'est qu'elle ouvre les portes, mais qu'elle ne les ferme pas. Si elle a de la chance, l'enfant a la possibilité de se conformer aux attentes scolaires et pourra miser sur sa poursuite d'études pour échapper au domicile familial. Avec des privilèges, elle pourra s'installer dans une autre ville ou demander l'internat. Maintenant, vous êtes des adultes. Maintenant, vous êtes dehors. C'est dur. Maintenant, tu sors de table parce que ton assiette est vide. Qui prend le relais des enfants porte-clés? Qui prend le relais des enfants qui étouffent, toujours même sortis de leur isolement? Qui prend le relais des enfants grandis, désormais installés dans d'autres pièces? Qui annule l'hypothèque de leur devenir? Qui leur promet une survivance et des nuits calmes? Les enfants en porte-clés sont précaires, ce sont les enfants survivants. Et qui a pu promettre à ma mère qu'elle survivrait à son père et à sa mère? Survivez-vous suffisamment bien pour prétendre recevoir un enfant? La nuit, je m'en fais de grands manteaux qui traînent au sol. Je la découpe et je la déchire en deux. Je la couds. Ce qui est bien, c'est qu'elle reste toujours. J'ai beau la triturer dans tous les sens, de nouveaux pans apparaissent. Parfois, elle s'échappe en dansant un grand cercle. La nuit, je m'en fais de grands manteaux à capuche. Je l'attends tout le jour. J'arrive à l'heure quand j'arrive en avance. Tous les jours, elle est un peu plus en retard. Je l'attends dans le manteau de la veille. Passer sa vie sur les bords, près des vides, loin des cercles, près des plages, au milieu de tout, vers toutes les limites. Ignorer les frontières, passer outre les barrages, être plus grand que tout le monde pour passer au-dessus. Se faufiler dans tous les recoins, entrer dans les trous de souris sans se faire attraper. Ditiller la mort aux endroits qui s'y prêtent, courir pour ne pas se faire choper, se tenir droit, regarder le sol, regarder le ciel, se tenir en équilibre. De tomber. La ville est vide. La ville est vide. La ville est vide les années et crache un peu de rouge. Briser les lignes, graver celles sur les mains. Créer des fronts et des rides sur ceux jeunes encore. Des nouveaux sentiers. Des voyages entre les allées et les retours. Voir plus loin que les horizons. Vivre comme une page blanche. Sécher les pages, brûler les yeux. Devant ma fenêtre, la nuit se froisse. La ville c'est rugueux, ça coupe comme un silex. La ville c'est rugueux, ça décape peau après peau, fait partir toutes les aspérités comme les vagues sur les rochers qui laissent leurs griffures en usure. Vague après vague. Après vague, berceuse qui laisse des airs affluer. Je tiens ma peau comme un vieux vêtement sale, plein de trous et de plis mal repassés. La peau brûle. Le geste comme pour tirer la flèche vers une cible. La cible, c'est en dessous de la peau, le muscle arqué. Le centre, c'est soi. Les mains, ça me soigne comme rien avant, se coudre point par point. Semaine après semaine, perdre le fil, aimer le perdre. Les mains, ça me fait vivre comme rien avant. Porter toute sa peau, à ce moment-là, ça n'est pas lourd.
Habiter les troubles, les petits espaces, vivre dans les entre-tout, vivre sans savoir être seul, vivre sans savoir comment. Habiter les espaces, vivre en étant seul, regarder le monde se traîner sur la ville qui suinte, respirer la mer, boire la nuit, rire sans entrave, aimer sans encre, courir sur les pentes, vivre de travers. On vivrait sur tous les rebords. On vivrait dans tous les interstices. On vivrait comme deux ermites qui préfèrent regarder plutôt que vivre. On se construirait des cabanes avec nos mots, des couvertures pour les jours froids avec nos yeux, des abris de chair et d'eau, des lits au-dessus des peaux, des oreillers de fortune récoltés par les vents, des ciels comme plafond où la pluie ne tomberait jamais. Les gouttes blanches resteraient en suspens sur la toile noire, et nous on dormirait sous sa pupille qui luit dans l'obscurité, dans la manche de la nuit, dans la tanière des jours heureux. La ville serait morte, peut-être. Ou ce serait moi qui la penserais vouée à mourir. Elle serait juste endormie. Les réverbères se verraient du ciel où les étoiles crieraient d'éteindre la lumière. Des géants surgiraient de nulle part, se réveilleraient de leur long sommeil, cracheraient du feu de leur bouche, étireraient leur corps endolori. Des montagnes qui se lèveraient d'un signe, bougeraient leurs jambes fourbues, se dégageraient des racines, vivraient en plein jour. La ville serait alors morte. La ville aurait tenté de partir, la ville aurait cédé à la peur, la ville resterait pour ce qui semble être toujours sous des amas de gravier. La ville serait noyée, la ville aurait explosé sous le poids des fourmis qui y grouillent. La ville serait désintégrée de toute surface qui sera elle aussi morte. Tout se dirigerait vers le feu le plus proche, tout brûlerait, et d'un seul monde d'autres mourraient, et d'un seul monde des dizaines d'autres n'en auraient rien à faire. On se baladerait loin du monde qui crame. On a assez vécu dans le vide pour pouvoir vivre hors du monde. On ferait peau morte des anciennes blessures. On ne serait que des entrailles qui défileraient sans amis. On ne penserait pas à s'échapper. D'où voulez-vous bien partir, les entrailles, ça grouille ou que ça vive. On ne serait que des peaux sans égratignure, qui feraient de l'éternité un nouveau monde. On ne serait que des gens sans abîme, des beaux habits sur le dos du ciel. Je m'écris dans les marges comme les loups seuls vivent en meute, tomber du ciel, atterrir dans les rues, muet sans en avoir l'âge, vivre dans les creux. Tant de chair sur moi, je voudrais les enlever couche par couche, voir ce qui s'y cache, s'il reste encore des traces des gens même en dessous. S'il reste une place pour les amours mortes et les mots doux, s'il reste en travers de la gorge tout ce que je n'ai pas pu dire, s'il reste dans le ventre toutes mes peurs pour l'avenir, des cicatrices de surface qui viennent se nicher où on ne les attend pas. S'il reste le bruit de tes pas furtifs, s'il reste les cigarettes que je t'ai vu fumer, les nuages gris des journées d'automne, la houle de la mer et le vent qui frissonne, s'il reste par hasard des images gravées sous la peau, s'il y a des hôtels bâtis dans les eaux, des plaques pour chaque nom d'oiseau, des scènes où l'on parle et le son des cordes. On marcherait sur des crêtes. Tu ferais le saltimbanque à te retourner. Le funambule au fil des rochers, les cailloux dévaleraient la pente. Et on les suivrait. Des yeux seulement. Dis-moi où sont tes tempes et leurs tambours. Est-ce que tu aurais mal si je jouais avec? Comment seraient tes nuits si on les tapait avec des baguettes, si la lune explosait dans un gros boom, si Orion était nos cymbales et le vent des cordes plaintives? Est-ce qu'on danserait encore une fois le jour levé? Comment seraient les accords entre tes sourcils noués? Est-ce qu'on serait deux nuisibles à taper sur la nuit, comme elle seule le sait? Est-ce qu'on s'abreuverait des eaux qui en glissent, du bleu en cascade? Est-ce qu'on vivrait entre quatre murs de vapeur et de nuées? Comment seraient tes nuits si on les passait ensemble? Comment seraient nos vies si on les dansait? Il fait trop chaud. Je goutte sur le béton. Ça sent la faim. Les étés à s'en décaper la peau.
Il plonge le bec dans son jus. Son liquide est sucré et l'enivre. Ça fait des tentacules oranges qui s'infiltrent de sa langue à son cerveau. Il sent son nectar qui fond en lui, son goût qui se dissout sur ses papilles. Il sent son fruit dans ses plumes et dans son bec. Il veut plonger tout entier en elle. Alors il y va. Il coule dans son jus. Il coule dans son jus et elle lui dit avec toutes ses particules de couler plus loin encore. Les gouttes l'enveloppent, l'aspirent. Il s'enfonce. Ça lui fait pousser de nouvelles ailes. Il vole. Il nage. Il nage et il se dit, c'est fou, en ce moment, tout le monde parle de drogue et de sexe et de fête et de sexe et de cul et de baise. Il se dit, c'est fou, la vérité, c'est que lui, en ce moment, il fait pas de drogue, pas de fête, pas de sexe, de cul, de baise. La vérité, c'est qu'il veut toujours faire l'amour, mais l'amour différent. Il veut faire l'amour avec les vêtements, ou alors sans les vêtements, mais sans rien qui lui rentre dedans. Elle l'avale, et pendant qu'elle l'avale, lui aussi il l'avale. Son goût sucré sur sa langue, et sur ses plumes, et sur ses pattes, et sur son corps. Yel se mélange le sucre et les plumes dans ses entrailles, Yel fusionne. Mélange visqueux et orange. La vérité, c'est qu'il ne sait plus vraiment faire l'amour comme avant. Non, la vérité, c'est qu'il ne veut plus faire l'amour comme avant. La vérité, c'est les mots crus, les mots méchants, les mains au cou qui lui clouent le bec. La vérité, c'est salope, t'aimes ça. Et puis tous les trucs qu'on connaît, le sexe, le cul, la baise. Il ouvre le bec le plus grand, le plus vaste possible pour la goûter complètement. La vérité, c'est qu'il aimerait pas aimer ça. Il aimerait être un oiseau vanille, qui sent la vanille, qui fait l'amour vanille, qui pense à rien quand c'est la fin. Elle le pénètre, elle infuse dans sa gorge. C'est un oiseau qui pue Pornhub et la barre de navigation privée. Son goût est doux, acide. Il se dit, c'est fou. Il adore faire l'amour avec elle. Elle sent l'orange et la maison. Il se dit que peut-être faire l'amour, c'est manger des oranges avec elle, à la maison. Quand il sort, le sucre a collé ses plumes entre elles. Je vais vous lire un texte qui est extrait de la revue Calvaire que j'ai acheté au stand de fanzine devant l'amphithéâtre. C'est un commentaire, mise en situation. Sans déconner, je pratique le MMA depuis 6 ans. De la boxe en parallèle, depuis 7 ans. Ainsi que de la musculation depuis 4 ans. 1m96, 7 pour 86 kg. J'ai une vitesse de fou. Et des réflexes identiques à ma vitesse. Je peux vaincre un ours à main nue. J'ai juste à l'attendre qu'il me charge. Je l'esquive et lui donne des patates dans la tête. Je lâcherai pas. À la moindre erreur, l'ours est foutu. J'aurai toujours des puceaux d'ici pour me penser que c'est impossible. Rien n'est impossible. Impossible n'est pas humain. Avec de la bonne volonté déjà.
Les amis. Et de deux, c'est pas avec votre corps de lâche, que vous allez faire quoi que ce soit. N'importe quel homme, un minimum entraîné, peut vaincre un ours avec un couteau. À main nue. C'est pas forcément si compliqué. Ça demande juste un peu de technique, c'est tout ce que c'est. Envoyez. Moi, je vais vous lire des textes que j'ai pas écrits et que j'ai prélevés sur internet. En fait, ça fait 2 ans à peu près que j'ai commencé à accumuler une espèce de collection de petits textes d'hommes qui parlent de leur sexualité sur internet. À la base, c'était plus des blagues que j'envoyais à des gens. J'en ai gardé quand même beaucoup pour que ce soit des blagues. Mais du coup, c'est des sujets qui sont un peu compliqués des fois. Il y a une liste de trigger warning au début du recueil que je suis en train de faire. Et là, aujourd'hui, on va vous en lire 3. Et il y a notamment... Il y a une mention de sexualité. Et il va y avoir un peu des descriptions de pratiques sexuelles. Et il y a surtout beaucoup de grossophobie dans le texte que va lire Laura. Du coup, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez partir. Mais je préfère vous prévenir. C'est bon ? C'est juste le texte que va lire Laura est très long. Ouais, Et du coup, je vais vous demander beaucoup de complicité avec sa lecture. C'est ça, on peut... Ah non. Ah, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je garde mes chaussettes Artengo jusqu'au mollet. Je transpire abondamment. Je grogne pendant un missionnaire laborieux. Puis, je m'écroule de tout mon poids en ronflant. Et il l'a posté à 9h06. Moi, j'aime bien juste noter l'horreur, parce que je trouve que ça en dit long. Du matin. Ouais. Bon, en arrivant au boulot, quoi, je pense. Deuxième. Alors, vraiment, entre guillemets, mode de petit coq en manque de confiance en soi, fermez les guillemets, on n'a pas trouvé mieux. Ah, vous me faites marrer. Vous n'avez pas compris l'essence même du cul. Le cul, c'est un combat. C'est un match de boxe. C'est une compétition dans laquelle celui qui finit en premier gagne. Et le perdant reste toujours sur sa faim. Et je gagne toujours. Avec moi, c'est plié. Premier round. Bonjour, au revoir. Sérieux, ne couchez jamais avec une grosse. Vous deviendrez instantanément accro. 1 an après avoir niqué ma dernière vachette, je suis actuellement en couple avec une meuf mince. Et mes derniers plans étaient pas des grosses. Je suis toujours à me taper la seigue en pensant à elle. Je regrette tellement d'être accro aux grosses. Mais d'un autre côté, ma vie n'aurait pas de saveur si je n'avais jamais goûté à ces lamantins graisseux qu'on trouve partout autour de nous, mais que personne ne remarque à part quelques blédards désespérés qui cherchent les papiers et quelques campagnards qui sont eux aussi des gros sacs. Ça a commencé en 2014. À la fac, je flash sur une grosse. Elle avait mis une robe et ça m'a rendu fou sur le coup, alors que avant, jamais je ne m'étais imaginé être attirée par une grosse. La meuf avait des seins énormes et tombants, une tête ronde de smiley, des poteaux en guise de jambes, et j'ai direct flashé dessus. Je suis allée lui parler, je lui ai couru après pendant des semaines. Et elle me prenait pour un cavaleur car elle savait qui j'étais. J'avais déjà niqué 4 meufs de l'amphi et ces 4 meufs étaient pas dans sa ligue. Quand j'ai enfin réussi à la niquer, j'ai juté au bout de 3 secondes.
tellement j'étais excitée. Smiley rire. Mais j'étais tellement excitée que je débandais pas. Et j'ai continué à l'allumer, j'ai rejeté une seconde fois. On s'est vu plusieurs fois. Et j'en étais raide dingue. C'est le début de mon histoire avec les grosses, qui s'habillent mal et faisaient partie des paumés du collège et au lycée. Depuis, je suis accro aux grosses un peu moches. J'ai besoin de mon shot de graisse régulièrement. Je me branle que sur de l'amateur chubby BBW. Où les meufs ont des gueules moyennes et des corps difformes. Ma meuf actuelle est très jolie, très cool, très bon parti, bourge du 14e, interne en cardio. Avant moi, elle est sortie avec un acteur français connu. Bref, j'ai de la chance de la voir. Avant moi, mais elle m'excite beaucoup moins que toutes ces grosses lardonnes de jambon sur oise qui transpirent la campagne. Bordel. Problème, la société veut qu'un mec qui a dépassé la licence sorte avec une meuf qui soit jolie, raffinée, éduquée. J'ai donc 2 facettes. Les meufs avec qui je sors sont généralement minces et raffinées. Celles que je baise aussi, mais parfois, mon côté sombre reprend le dessus. Et je me retrouve à forcer sur des paumés en surpoids habillés comme des merdes, avec une gueule fat de campagnarde, une inculture phénoménale. J'ai baisé une meuf qui savait pas que les sushis étaient faits avec du poisson. Une autre qui savait pas qu'il y avait du décalage horaire dans le monde. Et une meuf qui savait pas qui était Édouard Balladur. Mais toujours des putains de gros seins. Un ventre avec des cicatrices, des vergetures, un grain de peau grossier, une peau toute blanche qui voit jamais le soleil car la meuf part jamais en vacances, cache son corps graisseux et puant, bordel, mais le plaisir de baiser discrètement la vieille meuf du taf que personne calcule, qui débarque du 77 tous les matins et que pas une personne imaginerait que tu la ramones en scred. Cette stagiaire qui habitait chez ses parents à côté de Melun, qui portait des Stan Smith avec les lacets hyper serrés, des jeans slim horribles avec des fleurs cousues dessus, qui moulaient son cul énorme et ses grosses cuisses, ses fringues atroces et son sac à dos, ses lunettes à 15 €. Elle me rendait fou, bordel. Ses seins énormes que je tétais dans mon appart sans que personne s'en doute, sa chatte moelleuse de grosse. J'étais entourée de bombes, mais je fantasmais sur la petite grosse et j'en étais objectivement rate dingue. Je m'endormais en collant à elle, en m'y accrochant comme un macaque. Les demi, voire grosses, avec un gros bide, des seins énormes, une gueule moyenne, un peu idiote, un peu paumée. Des meufs qui ont le corps et la gueule d'Emma Shai, l'actrice porn. Bordel, cette vachette démoniaque. Elle est immonde. Elle est magnifique. Je suis amoureux d'Emma Shai. Bordel, j'en viens à avoir le seum contre le mec qui la baisse dans les vidéos. Une fois, j'ai limite pleuré. J'ai limite pleuré en me rendant compte qu'un autre l'a baisée et pas moi. Mon but, c'est de coucher avec elle un jour. Vraiment. La difficulté d'assumer sortir avec une petite grosse n'a d'égal que le plaisir de limer une gourdasse au corps graisseux taillée pour la baisse. Franchement, ce genre de meuf, y a rien qui m'excite plus que ça. Parfois, j'aimerais être un mécano ou un préparateur de commandes du 95 pour avoir le droit de faire ma vie avec une grosse. Mon maillot du PSG, ma petite grosse à la maison, ou caissière à mi-temps, nos gosses complètement abrutis, élevés par ce gnome puant de Michou ou Kameto, l'arabe gamer obèse à 25 de QI. Manque de chance, je viens d'un bon milieu, j'ai fait des bonnes études, donc je vais devoir faire ma vie avec une médecin, avocate, pharmacienne, toute mince, et finir dans un 3 pièces intramuros avec un corgi de merde et un chiard qui ira en école privée, alors que moi, mon rêve, c'est de vivre à Val d'Oise, sur Essonne, dans mon petit pavillon de merde avec ma demi-grosse moelleuse et la traiter comme une reine. Comme une reine. Leur gros ventre mou, leurs seins énormes et tombants, leurs cris de gorée, leurs chattes de grosse avec juste une fente un peu bombée, smiley bave. Des meufs fines, racées, stylées, beaux visages, beaux cheveux, bonnes études, bon taf, qui font du sport, bouffent bien, ont des sapes chères et du bon goût, qui pensent qu'on fantasme sur elles, smiley rire, pour de la baise avec des tonneaux du 77, smiley bave. Bordel, repensé en pleurant au cachalot qu'on a baisé, smiley sniff. Après avoir envie de recommencer, je suis allée voir ma meuf interne en médecine à l'hôpital et j'ai eu un flash sur l'aide-soignante. Une naine chubby avec des seins énormes et une tête de souris, bordel. J'ai une de ces envies de la soulever, smiley sniff. Pas une seule meuf sur Terre, ni même 99% des mecs imagineraient un seul instant que je préfère 100 000 fois baiser l'aide-soignante qui ressemble à un phoque de 80 kg pour 1m60, smiley bave, les meufs paumées, grosses qui utilisent smiley circonflexe et s'habillent hyper mal. Bordel, je kiffe trop les soulever.
Smiley bave. Ces bonnes paumées de Melun qui ne savent pas ce que c'est que du tarama. Je me répète, mais j'ai baisé une meuf. Une fois, la meuf savait même pas qu'il y avait du décalage horaire dans le monde, bordel! Cette grosse épaularde avec ses vergetures partout et ses énormes seins, mais c'est tellement excitant de décharger de la grosse chatte flasque et moche d'une fille de prolétaire hyper gentille et terre à terre. Elle se mettait les tétons dans la bouche en me chevauchant comme une tarée, cette arriérée graisseuse. Bordel, mais j'ai envie de soulever une grosse prolo moche de l'heure avec le prénom de sa fille, Jessica, Lilou, Kelly, tatouée sur son bras moelleux. J'en rêve, bordel. Bien entendu, je tiens absolument pas à forcer une meuf. Hein. Mais la séduire avec classe et gentillesse. L'emmener au resto, lui sortir le grand jeu. J'ai envie de faire kiffer ma grosse. Bordel, vivement ce soir pour que je puisse rentrer me lustrer la bûche. Sur les vidéos de ce facochère des machailles en pensant à l'aide-soignante. Bordel, je préfère me branler en pensant à ce phoque obèse d'1m30 qui débarque de Val de Foin sur la bouse plutôt que de me forcer à baiser ma bourgeoise d'Edgar Quinet qui est pourtant hyper fraîche. Vraiment. D'après tout le monde, bordel, mais j'aime le fait de savoir que pas une seule putain de seconde, quelqu'un puisse imaginer que l'aide-soignante difforme m'excite 1000 fois plus que ma meuf qui est brillante. En plus d'être jolie et bien foutue, ça me fait jubiler. J'ai l'impression d'être un agent secret de la baise. Et que ma mission, c'est de siphonner des chattes de baleine à bosse. Je suis un agent double de la Grèce, moi. Je veux baiser de la grosse mal sapée qui pue la campagne. Smiley bave. Encore mieux si elle a des lunettes de merde, des lunettes à 15 € et n'a aucun putain de style. Bordel, l'aide-soignant. J'ai envie d'attraper ce gros tas et de lui faire l'amour avec vitesse et intensité. J'ai envie de l'inviter au resto, de l'emmener voir une expo. Elle m'excite trop avec sa vieille gueule de campagnarde. Sa timidité, son complexe face aux jolis internes. Plus jolie, plus riche, plus éduquée, plus stylée, mais sans doute beaucoup moins gentille et courageuse. J'aime le fait que les seuls mecs qui la calculent, c'est les brancardiers blédards qui savent que les belles internes, c'est mort pour eux. Mais moi, je rêve de la séduire, d'être gentil avec elle et de la soulever, putain. Mais les petites grosses avec des lunettes de merde et une gueule d'emoji, bordel, l'aide-soignante! Et sa silhouette, on dirait Bernadette, la poule de Chicken Run, putain de merde, j'en meurs! Les Parisiennes qui dépensent des millions dans des fringues de maquillage, de la salle de sport, qui se privent de bouffe, qui font des études, etc. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est décharger dans des phoques de 80 kilos qui s'habillent comme des merdes. Bordel! Mais le plaisir de pouvoir limer une petite grosse puante qui va hurler comme un goré et aura du mal à réaliser qu'un mec qu'elle pensait attiré par les belles meufs devient taré devant son corps de gobelin obèse. Bordel! Mais l'autre vachette que j'ai soulevée qui hurlait comme une folasse et se mettait ses deux tétons dans la bouche en me chevauchant. Bordel, mais cette tarée graisseuse m'a rendu fou! Elle mettait ses tétons dans sa bouche en grognant comme le balrog, vous vous rendez compte? Ma meuf qui croit qu'elle m'excite quand elle me laisse l'enculer. Mais c'est nul! C'est nul! Elle est propre, elle est fine, son cul est sculpté au cercle de la forme. Moi, je veux de la grosse flasque avec un grain de peau grossier et quelques boutons sur son gros cul carré, son gros ventre rempli de bourrelets de vergetures. Ses seins énormes, les auréoles de la taille d'une omelette, son gros cul plat avec quelques boutons, sa chatte de gros, sa tête de smiley qui vire au rose quand elle baisse tellement elle fait aucun effort physique dans la vie de tous les jours. La meuf en sueur avec la gueule toute rouge dès que tu la secoues. Te coller contre ses seins, plein de transpi, l'énorme flaque de sueur là où elle avait posé son dos gras, sans parler des bleus qu'elle a partout sur le corps parce que cette dégénérée se cogne partout. À cause de sa mobilité de mongolienne et de son corps de lamentin. Bordel! Je suis au taf et j'ai la trique sous mon bureau. En pensant à toutes ces vachettes puantes dehors, parfois j'ai envie de prendre le RER, de sortir de Paris, d'aller me promener à Louviers, Gisors, Melun, Damary, Aigli, fin fond de l'Oise, 77, Picardie, pour trouver de la grosse de campagne et la séduire dans le dos de ma meuf. C'est ça qu'on veut, c'est ça. Une gueule de caissière de Seine-et-Marne, des seins de grand-mère qui tombent avec un vilain grain de peau, une pâleur de campagnarde qui a pas les moyens de partir en vacances au soleil. C'est encore mieux si elle a des lunettes à 15 balles. Les lunettes à 15 balles. Qu'elle parle comme une grosse niaise et qu'elle regarde encore des Disney. Bordel, mais la stagiaire que je niquais avait ramené des DVD dans son sac à dos pour qu'on les regarde chez moi un soir. Vous vous rendez compte? Des DVD en 2019. Bordel de merde. Une meuf en sac à dos, putain, mais c'est tellement touchant.
Bordel, j'en suis encore amoureux. Putain, je rêve encore de sa grosse chatte, là, dire qu'aujourd'hui, elle a sûrement 2 gosses avec un intérimaire du 95 qui la conne quand le PSG perd un match. Bordel, je suis amoureux. Je suis amoureux. Putain, elle m'a marqué au fer rouge. Elle a voulu qu'on arrête de se voir car elle disait que j'étais pas assez sérieux. Je m'en suis jamais remis. Ça a été posté à 15h11 au travail. Voilà, merci de nous avoir autant dérangés et de nous faire sentir mal, de rire. Et d'avoir réussi à le lire. Ouais. Chantal, c'était dur. C'était dur. Je vais demander si. Mais t'as trouvé le bon interprète. Merci. Merci à toutes et tous d'avoir lu et merci pour votre attention.